C'est un peu gênant, suivre une intro comme celle-ci. Alors bonjour, merci d'être venu en si grand nombre. Honnêtement, je suis touchée, mais je voulais dire que lorsque Women of Influence m'a invitée, et je remercie d'avoir été une touche, si j'ai accepté, c'est parce que je trouve que ces plateformes-là, elles sont très importantes. Elles sont importantes parce que ça génère la communication. Ce que je vais dire, c'est une chose, mais honnêtement, ce qui sera beaucoup plus important pour tout le monde dans la salle aujourd'hui, c'est après les 15-20 minutes que je vais discuter, c'est ce que vous vous direz entre vous. Et c'est lorsqu'on se met à échanger des points de vue et des débats que les bonnes idées sortent. Et de ma part, quand je me suis préparée pour venir ici aujourd'hui, j'ai dit, on me demande de parler de l'inspiration, qu'est-ce qui m'a amené où je suis, où je ne suis pas aujourd'hui, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui ne me motive pas. Je dis, honnêtement, c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus facile de venir ici et vous parler de business. Honnêtement, c'est beaucoup. Par contre, j'ai dit, OK, alors si je prends cette pause-là et je me mets à réfléchir, qu'est-ce qui a fait une différence pour moi? Ce qui a fait une différence, c'est les gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure au cours des 43 dernières années. Oui, j'ai 43 ans. Et quand je parle des gens que j'ai rencontrés, bien sûr, il y a des collègues, il y a des patrons, il y a de la famille, dans tout ça. Mais c'est les gens qui ont vraiment fait la différence et c'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, mêlée à la mienne, parce que j'ai trouvé que c'était la façon la plus honnête et authentique de vous dire ce qui a fait une différence pour moi. C'est des gens que j'ai rencontrés au fur et à mesure qui sont entrés, qui sont sortis de ma vie comme des chauffeurs de taxi, comme des gens, et je vais vous raconter un peu leur vie et des anecdotes, et pourquoi ça a fait une différence. Et pourquoi est-ce que je répète, c'est pas trop fou en ce moment, le mot « faire une différence », parce que pour moi, la définition d'un succès, c'est ça, c'est faire la différence. Alors, chacun va se définir ce qu'est un succès selon ses priorités, sa personnalité, etc. Pour moi, c'est faire une différence. Et faire une différence, c'est faire une différence avec ses enfants. C'est faire une différence sur un compte d'exploitation. C'est faire une différence dans un milieu social ou pour une cause. C'est faire une différence sur un plan marketing, peu importe. Mais si on arrive à faire une différence dans le sujet ou l'initiative qu'on a entrepris, ça, c'est un succès. Et pour moi, avoir du succès dans la vie, peu importe l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'avoir une succession de succès où on est capable de dire « j'ai fait une différence ». Et pour y arriver, ça prend beaucoup de confiance. Et c'est pour moi ce qui est le plus important, la confiance en soi, puis comment on arrive à générer cette confiance-là. Si j'ai une chose que j'aimerais laisser à mes enfants, et les gens avec qui je travaille, et ce que les gens avec qui je travaille m'ont beaucoup donné, c'est ce sentiment de confiance-là. Parce que quand on arrive à avoir un sentiment de confiance en soi, on arrive à redonner et à faire une différence dans la cause ou l'objet qu'on aura décidé. Alors, si je reviens à mon chauffeur de taxi de New York qui a fait une si grande différence pour moi. Alors, comme Brigitte le mentionnait, j'ai travaillé à Paris. J'ai été engagée il y a 10 ans pour L'Oréal, directement à Paris, où j'étais responsable du développement de la coloration pour L'Oréal Paris. Pour quelqu'un qui adore le marketing, moi j'ai trouvé ça extraordinairement fabuleux. Parce qu'on a des équipes d'ingénieurs, des équipes de labos, des équipes de recherche, des sky's the limit. Et on a une feuille blanche. Et ils m'avaient dit au recrutement ce qu'ils allaient faire et ils l'ont fait. Je suis rentrée dans mon bureau, il y avait mon nom sur la porte, le bureau était vide, il y avait une page de papier blanc, il y avait un crayon, il y avait une machine à café Nespresso. Et voilà. Et j'avais 0 brief. Et on m'avait dit, voilà, développe tes produits et on va te faire rencontrer au cours des prochaines semaines tous les gens avec qui tu vas travailler. Et j'ai trouvé ça extraordinairement motivant. Donc, on a lancé plusieurs produits qui sont lancés, qui existent toujours sur le marché aujourd'hui. On a beaucoup aimé, on avait 2 enfants à Paris à ce moment-là. On avait décidé qu'on adorait, on faisait notre vie en Europe. On a vendu la maison. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans 2 minutes. On a vendu notre maison. 3 mois après qu'on a vendu la maison familiale au Canada, ça faisait déjà plus de 3 ans qu'on était à Paris. 3 mois après, on a décidé non, on revient au Canada. Et on est revenu au Canada pour des raisons purement familiales. Il y avait de la famille, des magasins à faire, puis c'était la bonne chose à faire. Parce que je me disais, quand on aura 80, de quoi sera ton fier? C'est pas tant d'être resté 2 ans de plus à Paris, c'est d'avoir gardé cette équipe-là. Donc on est revenu. On est revenu, tout le monde est installé. Premier voyage, c'est quelques semaines que je suis revenue au Canada. Et premier voyage, je vais à New York. Je m'en vais rencontrer des collègues. Et à ce moment-là, je pense un peu trop à moi, soyons honnêtes. Et je me sens un peu, c'était le fun à Paris. Et puis je me dis, ça va être génial ici. Mais c'était ma phase de transition.
Et il y a une phase de transition, puis j'étais probablement ce qu'on appelle le deuil de Paris, et j'essayais de m'insérer dans ce qu'était Montréal, et dans des fonctions complètement différentes. Et là, je rentre dans un taxi qui me rendait, et là, je m'en ai rejoindre mon président à l'époque, et des collègues dans un restaurant. Et je rentre dans ce taxi-là, j'en ai un peu grise mine, j'ai pas trop le goût de parler au chauffeur de taxi de New York, et il commence à me parler. Et là, je lui fais un peu comprendre que j'ai pas envie. Et il me dit non, il dit, je vais te raconter ma vie. Alors, de toute façon, je suis prise, hein, c'est lui qui me conduit. Alors, je l'écoute, et il me raconte sa vie. Et sa vie, c'était, qui n'a rien à voir avec la mienne, c'est une vie un immigré à New York qui avait probablement fait des études bien autres ailleurs, mais qui, pour faire vivre sa famille, avait réussi à se trouver un emploi qui était chauffeur de taxi. Il se sentait moche, il ne sait pas ce qu'il avait envie de faire. Il était très mal dans un milieu gris, noir, stressant, qu'à New York. Puis chauffeur de taxi à New York, ça ne doit pas être très facile. Et il m'a dit, je ne pouvais pas faire toute une vie comme ça. Et là, il dit, j'ai décidé que j'allais prendre toute cette énergie-là qui était négative, j'allais en faire une chose positive. Et j'ai décidé que moi, avec ce qui m'était offert aujourd'hui comme outil, j'allais faire une différence. Et c'est de là que vient ma définition. Et là, je l'ai regardé. Et puis là, il me dit, pour chaque personne qui rentre dans mon taxi, je lui parle, je veux apprendre à la connaître. Et puis, il dit, j'ai développé des liens avec les gens qui sont venus dans mon taxi. Et là, il était là, un étape plus loin, il dit, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des femmes. Et quand, puis là, il se développait une clientèle stable. Et quand je trouvais qu'un homme pouvait rencontrer une femme qui était bien, je l'ai rencontrée. Et là, j'ai eu la même réaction. Et j'ai dit, là, tu vas quand même un peu loin. Et là vraiment, hein, c'est ce qui fait que j'ai vraiment été déterminant dans ma vie. Il sort le New York Times d'en avant et il me montre, regarde, et c'était lui, devant son taxi. Et le samedi qui venait de passer, il était à pleine page dans le New York Times en disant The famous, New York's famous love bug. Et c'était le chauffeur de taxi. Et le samedi précédent, 2 personnes qui l'avaient présenté s'étaient effectivement mariées. Et c'était leur mariage et c'était ce couple-là qui était interviewé. Et là, moi, ça m'a pris. Alors, j'ai dit, tes petits états d'âme, Marie-Josée, tu mets ça en arrière, tu avances. C'est lui dans une situation dans laquelle il y avait tout ce qu'il y avait comme ressources, c'était les gens qui rentraient, qui sortaient de son taxi. Il peut faire une aussi grande différence dans la vie de d'autres. J'ai dit, toi, chérie, tu vas te réveiller. C'est un peu ça. Et ça a été la première personne qui vraiment m'a montré qu'avec ce qu'on a, on peut tout faire, mais c'est d'avoir cette confiance qu'on est capable d'aller faire une différence. Faire une différence, ça peut, comme je disais tout à l'heure, dans la vie de quelqu'un, mais ça peut être aussi simple qu'un compte d'exploitation, un plan marketing, un plan de com, etc. Bon, j'avais une personne aussi qui, pourquoi c'était, mon seul regret avec lui, c'est de ne pas avoir gardé son nom, mais j'étais trop sur le coup. Je n'ai pas gardé son nom, ça, je l'ai googlé, j'ai searché, j'ai tout fait. Et puis, faites Love Bug, Taxi New York. Je l'ai encore fait hier soir. J'ai dit, je ne peux pas encore parler de ça, puis pas l'avoir. Vous allez avoir 12 searches différents, toutes sortes d'histoires de Love Bug à New York, mais je ne les retrouve pas. Et, mais ça fait quand même 6 ans de ça. Alors, j'avais juste si je recule un petit peu avant ça, j'avais une VP marketing chez Clairol, avant que Clairol soit acheté par Procter et que j'arrive chez L'Oréal, qui m'avait dit, Marie-Josée, whatever you do, et quand c'est des citations des gens qui me l'ont dit en anglais, je ne me permets pas de les traduire, je vous les dis en anglais. Elle m'a dit, Marie-Josée, there's one thing you need to do. C'est une personne que j'ai eu beaucoup d'estime pour elle parce qu'elle est rentrée chez Clairol, elle était l'assistante exécutive. Et elle est restée là 30 ans. Et son dernier poste, elle était CEO de L'Oréal, de Clairol. Juste avant que Clairol la rachète, elle s'appelait Maud Simard, il doit en avoir dans la salle quelqu'un. Et j'ai trouvé que c'était une femme déterminante qui avait une belle relation, une belle façon de regarder les choses, toujours le négatif tourné en positif. Et elle m'a dit, just remember one thing, you always remember who brought you to the dance. Because if you tango today, somebody brought you here. Alors, c'est un peu ça que je vais faire. C'est que si où on en est aujourd'hui, c'est des gens qu'on a rencontrés qui nous amènent à quelque part. Alors, le chauffeur de taxi, c'est ma reconnaissance à lui, même si je ne pourrais jamais le dire en personne. Il m'a amené à un certain point. Bon, alors, tout ça, c'est, si j'en suis où j'en suis, c'est qu'on se base sur, j'ai comme 5 convictions que je me répète à tous les jours, et je les partage avec vous. C'est d'abord, c'est que je suis, et je réalise que ça sera polarisant, mais c'est ça en quoi moi, les convictions auxquelles moi j'adhère. C'est
c'est que pour faire une différence, il faut que nous croire que c'est nous qui réécrivons à tous les jours notre propre histoire. It's up to us. On n'est pas des victimes. 2, c'est qu'il faut être convaincu qu'on est capable de faire une différence. C'est up to us de trouver la façon de faire la différence, comme ce chauffeur de taxi-là. Kelly Cutrone, si vous l'avez lu dans son dernier livre, a écrit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit « Don't believe in fairy tales, parce que you will waste your time. Don't believe in magic. Work hard, don't cut corners. Magic doesn't happen. C'est just, don't believe in fairy tales. Don't believe in magic. You certainly don't have to believe in happy ever after, but you have to believe in yourself. » Parce que si on se croit en soi-même, on a la confiance d'aller faire une différence et d'avoir un succès et de faire une différence, et ainsi de suite. Ce que nous pensons, et souvent en tant que mère, et je suis certaine que c'est le père, mais je peux juste parler de la chose pas mais souvent en tant que mère, ce qu'on pense, on laisse un peu de côté. Mais si, et moi je me dis à chaque fois, si c'est pas important pour moi ce que moi je pense, à qui est-ce que ça va être important? So what we think matters. C'est très important. Et puis, les 2 derniers points, c'est L'Oréal qui vient ça vraiment porter, c'est l'importance de rester flexible, ouvert à constamment expérimenter. La remise en question continuelle, même quand c'est excellent, non, c'est jamais excellent, il faut le remettre parce que pour garder le leadership et la mise en avant, je crois qu'elle est très importante. Et probablement le point le plus important, c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier, c'est que le succès n'arrive jamais seul. Et que si on est là où on est aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont contribué. Donc, une question qu'on me demande souvent quand on parle de ça, après ça, c'est oui, mais c'est tellement compliqué, work-life balance. Et là, je vais être très honnête. Quand on me pose cette question, parce que je n'aime pas cette façon anglophone de dire work-life balance. Pourquoi? Parce que ça suppose que work keeps you away from your life. Et pour moi, c'est exactement le contraire. Pour moi, le travail est une partie intégrante de ma vie. Quand je suis au travail, j'apprends à faire face à des moments de succès, des moments de réussite, mais à des moments de diversité, à des moments de confrontation. Mais cette école-là me rend que plus forte dans ma vie personnelle. Et on va être clair, c'est beaucoup plus important ma vie personnelle que ma vie au bureau, même si j'adore ma vie au bureau. Et c'est pour ça que cet équilibre-là, je la trouve très important. Alors, quand on me demande work-life balance, je dis, I don't have such a thing as a work-life balance because work is part of my life. Puis parce que c'est ce qui me rend plus forte pour mieux m'accomplir à l'intérieur de ma vie. Et je vais vous dire d'où je viens ça, et ça vient d'une anecdote. Quand j'avais 18 ans, j'ai voulu, comme jeune de 18 ans, penser que pour faire la différence, il fallait aller en Afrique, il fallait aller dans le monde. C'est certainement pas, mais j'ai voulu faire ce voyage-là. Alors j'ai été acceptée, j'ai été formée, je suis partie 3 mois avec l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. Et c'était un groupe d'ingénieurs, d'infirmières, etc. Et on allait au Niger, dans le Sahara, dans le Sahel, qui est la partie du Sahara qui empiète sur les terres arables. Et puis, les 9 mois avant nous, il y avait un autre groupe d'ACDI qui était allé planter des arbres et creuser des puits pour empêcher que le sable continue à avancer sur les terres arables. Et puis, parce que les femmes de ces villages-là, ces villages-là, on est allés, ils n'avaient jamais vu personne blanche de leur vie. C'était très, surtout à l'époque, c'était très remote, très éloigné. Et ils avaient construit des camps. Alors, quand on est allé, moi j'arrivais là, on avait hâte de voir comment les femmes étaient très reconnaissantes de tout le travail que l'ACDI avait fait 9 mois avant, l'eau qu'ils étaient allés chercher, etc. Et j'ai eu la plus grande leçon d'humilité de ma vie. Et c'est là que j'ai compris l'importance que le travail peut avoir pour le sentiment d'accomplissement d'une femme ou d'un homme, mais dans ce cas-ci, c'est une femme. Ces femmes-là avaient tout détruit les puits. Elles avaient rempli leurs unes de sable, elles avaient tout rempli les puits, il y en avait 7, jusqu'à temps qu'ils ne soient plus fonctionnels. Et quand on leur a demandé pourquoi, ils nous ont expliqué. Nous, les femmes, on part à tous les matins avec nos plus jeunes, ou les bébés dans le dos, ou les plus petites quand elles commencent à marcher. Et on a 3 km à marcher. Ça nous prend 2 ou 3 heures, peu importe. Et c'est notre temps à nous, c'est notre travail, c'est notre contribution au village. C'est là où on échange entre nous, on se parle, on devient plus forte quand on retourne dans notre village. Et j'ai dit, voilà, c'était une grosse leçon d'humilité. D'abord, qui étions-nous, nous, Canadiens, prétendons qu'on savait mieux qu'eux ce qu'eux avaient vraiment besoin.
Et deux, donc c'était pas la bonne façon de les aider. Gros réveil. Et deuxièmement, c'est l'importance justement que le travail peut avoir dans la valorisation, l'accomplissement de nous en tant que personnes. Voilà. Alors mes deux premiers grands événements. Après ça, j'ai gradué de l'université, je suis rentrée, mon premier emploi universitaire, et ça je vais aller vite, mais c'est parce qu'il y a un point qui est important par rapport à l'industrie. J'étais représentante à temps partiel pendant mes études à l'université, et j'ai travaillé pour Quaker Oats. Et Quaker Oats lançait, vous allez voir, ça fait 20 quelques années de ça, un produit qui s'appelle Gatorade. Tout le monde connaît probablement aujourd'hui, mais il y a 20 ans, le produit n'existait pas ici. Et quand j'arrivais et moi, j'étais petite étudiante, j'arrivais dans les dépanneurs, à Verdun, à Laval, peu importe, et j'arrivais avec ma petite boîte, mon 500 ml de Gatorade. Tout le monde disait « Ah, du Gatorade », tout le monde pensait que je lançais du 500 ml de laxatif à la caisse. J'étais pourrie, pas bonne. J'ai appelé un ami, un collègue, qui s'appelait Howard Craig, qui est toujours un ami, et qui m'a dit « Je vais venir t'aider ». Howard Craig ne parle pas un mot d'anglais, ne comprend même pas oui et bonjour en anglais. C'est un anglophone pur et dur. Et il m'a dit « Je vais venir t'aider ». Il ne parlait pas français, je me suis dit. C'est un anglophone pur et dur. Et alors, bon, je pensais qu'il venait un peu pour rien, mais j'étais désespérée, je n'étais pas capable du tout d'accomplir mon travail. Et on a fait, je ne sais pas, 10-12 magasins dans une journée, 10-12 dépanneurs, et il a fermé sa vente dans les 12 dépanneurs, dans les dépanneurs qui ne parlaient pas anglais, et lui pas français. Et il m'a dit, Marie-Josée, et là je vais le dire en anglais, il dit « Everybody can open, propose, close. But you have 2 ears and 1 mouth. Listen twice as much as you talk, you'll get somewhere. » Et ce qu'il faisait, c'était ça, c'est qu'il sortait tous les visuels, il écoutait, et maintenant quand je lui raconte encore cet événement-là, il dit « Oui, mais you have 4 ears, you have 2 ears, 2 eyes, listen 4 times as much as you talk. » C'est ça qu'il m'a dit aujourd'hui. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'écoutez, essayez de comprendre la personne, regardez ses gestes, son démening, puis vous allez finir par comprendre son utile visuel. Moi, à l'époque, je trouvais que c'était un excellent coaching de vente. Aujourd'hui, je dirais que c'était la meilleure recommandation qu'il ait pu me donner pour faire du marketing. Et puis, si on y pense aujourd'hui, je vois des bienvenus dans la salle, c'est que surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la façon, jusqu'à il y a même pas 5 ans, la marque parlait et disait à son consommateur, voici mon produit, il est génial. Le consommateur le regardait, décidait de l'acheter ou non. Maintenant, si on fait ça à un consommateur, le consommateur nous regarde, on dit, t'es qui toi pour me dire ton produit est génial? Hein? C'est un peu ça. Alors après ça, on s'est trouvé très bon en marketing. On va commencer à faire des plateformes où on parle, on va interagir avec notre consommateur. Je pense que cette époque-là, elle est complètement révolue. Et maintenant, c'est d'offrir des plateformes aux consommateurs sur lesquelles ils peuvent échanger entre eux. Et là, c'est là où on écoute 4 fois plus qu'on parle. Si on est habile, et je pourrais faire un moment c'est futur du marketing pour être compétitif, si on écoute bien tout ce qui se dit sur les plateformes, on va mieux apprendre à connaître les consommateurs. Si on comprend bien ce qu'ils disent, on va mieux adapter nos produits à leurs besoins et on sera présent là où ils ont besoin de nous. Alors, c'est comme retourner à l'envers. C'est un peu à l'envers. Et alors, Howard Craig, quand il m'avait dit ça, c'était la meilleure façon. C'est ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de la vente, mais je pense que c'est le meilleur tip qu'il aurait pu me donner pour un marketing qui est à venir. Bon, après ça, j'ai... Non, à vrai dire, je ne vais pas faire ça parce que... Je suis très comme ça, j'ai juste des bullet points, puis ce que j'aimerais dire, c'est que les consommateurs, on se dit aujourd'hui, ils se parlent entre eux, et c'est à nous, la marque, à les écouter et à faire de l'étude, parce que jusqu'à maintenant, nos études de recherche, c'était toujours c'était jamais live, c'était jamais sur le moment. Et puis, ce que j'aimerais juste dire là-dedans, c'est que je trouve que chaque consommateur, tout le monde ici est un consommateur, et tout le monde ici, je suis certaine, a un téléphone cellulaire. Et son téléphone cellulaire est fort probablement intelligent, donc c'est un petit ordinateur en un. Alors, tout le monde ici devient vraiment, comme ce qu'on appelle, nous, dans l'industrie, un media owner. Et tous et chacun de vous, vous devenez maintenant un propriétaire de médias. Et alors avant, quand on voulait faire des partenariats avec des propriétaires de médias, ils étaient très distincts et ils faisaient du contenu. Donc aujourd'hui, le contenu, il vient de chacun d'entre vous.
Mais la grande difficulté et le grand défi pour le marketing, c'est que vous êtes tous interreliés et vous êtes devenus un réseau entre vous. Et c'est vous maintenant qui les marchés. Alors, en tant que marketeur, ça sera notre plus grand défaut, c'est d'aller aussi rapidement que vous allez, de vous écouter parce que c'est vous la force du réseau et de s'ajuster en fonction. Et c'est là où les agences marketing, alors aujourd'hui on parle d'agence de marketing, d'agence RP, d'agence de com, d'agence de planning, d'agence média, je crois que tout ça n'existera plus dans 5 ans. Au cours des prochaines années. Et je pense que toutes ces agences qu'aujourd'hui s'identifient encore comme une agence de pub qui fait du RP, qui fait de la com, qui fait du digital, etc., va changer sa terminologie. Je pense que la façon nouvelle et innovante de regarder le truc, c'est-à-dire que c'est des agences de com. Parce qu'il y a juste une façon. Consommateur, quand on lui parle, si on est online ou offline, il s'en fout, il n'y a pas de ligne de consommateur. On n'a pas besoin d'avoir un plan de communication, un plan marketing online, un plan de communication offline, etc. Alors le futur, c'est pour ces agences-là qui deviendront des agences de com, qui seront foncièrement intégrées, qui vont être la façon dont une marque parle aux consommateurs. Et ces agences-là, les marques, vont devenir extrêmement dépendantes. Elles vont devenir extrêmement stratégiques pour la communication. Et si le plan de communication est très fin et bien réfléchi, ça sera le succès du marketing. Et le marketing fera le succès de la business, de l'affaire. Et je crois que de plus en plus, avec les réseaux sociaux où vous êtes tous connectés entre vous et vous vous parlez tous, c'est vous qui devenez la force. Donc, c'est la communication qui va, et l'expertise en communication, avec la définition que je viens de dire, qui va vraiment être le futur, qui va donner la plus grande compétitivité aux marques dans les années à venir. Et pour moi, c'est la grande différence. J'avais un patron qui s'appelait Jacques Gravel, je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui le connaissent de mes temps chez Clairol, et il me disait « It's not who you know ». Tout le monde pense que c'est ça, hein? Il faut faire du développement d'affaires. It's not, ben, lui me dit « Regarde, c'est différemment, Mère-Josée. It's not who you know, it's who knows you ». Et c'est ça le consommateur. En fond, c'est que les consommateurs vont avoir leur plateforme, et c'est pour la marque, c'est « Who knows me ». Et jusqu'à maintenant, en tant que marketing, j'avais toujours une approche, moi en tant qu'un marketeur, je veux l'homme de 15-25 ans, la femme de 35 ans et plus, ça sera plus ça. C'est des plateformes où hommes, femmes, enfants qui font de l'eczéma se retrouvent, et tous ces communautés-là qui ont un sujet et un intérêt commun, est-ce que la marque est présente dans ce sens qu'ils sont au courant que cette marque-là existe? It's who knows you, and no longer who you know. Je pense que ça, fondamentalement, ça va changer aussi beaucoup la façon dont on peut marketer pour les prochaines années. Bon, si je regarde un peu, parce que je vois qu'il me reste 5 minutes, si je regarde ce que L'Oréal, au cours des 10 dernières années, m'a apporté beaucoup au niveau de leur mise en question, comment être innovant, quand c'est excellent, mais ça pourrait certainement être encore mieux. Donc, cette remise en question, je pense qu'elle est très stimulante. Aujourd'hui, on a, plusieurs d'entre vous le connaissent, un coach. Pour moi, Javier Sanoan, notre CEO, pour moi, il est beaucoup plus un coach qu'il est un patron dans son style de gestion. Et il nous apporte beaucoup depuis plusieurs années maintenant au Canada. Et une chose qu'il dit toujours, et de façon publique et à répétition, parce que pour lui, c'est au centre de tout le leadership et de la construction du futur, il dit toujours « A good leader knows not to surround himself... A good leader surrounds himself with people that are stronger than him or her in their own field. » Alors, ce que ça veut dire, c'est que si toutes les personnes que je prends dans mon équipe sont vraiment meilleures que moi, il faut avoir la confiance en soi de faire. Mais si chaque personne qui se rapporte au travail avec moi est meilleure que moi dans chacun leur champ d'expertise, ça va forcément engendrer beaucoup de débats. Et c'est la force de ce débat-là, c'est après ça que les meilleures décisions en ressortent. Et ça, c'est un truc que L'Oréal m'a beaucoup appris au cours des dernières années, auquel j'adhère beaucoup, une fois qu'on a eu ces débats-là, pour avoir la confiance de le faire, une fois qu'on a eu ces débats-là, qu'on a retrouvé la bonne décision, qui est forcément meilleure parce qu'il y a eu plusieurs échanges, qu'on a eu l'ouverture de fait, ça nous permet de faire la différence, d'avoir un succès et non un but. Ça sera aussi la même chose quand la marque va avoir le courage de s'associer avec les agences de communication, selon la nouvelle définition que je viens de dire, mais qui sont plus forts que nous dans ce qu'ils font. Et que l'agence, en échange, va accepter d'avoir ce débat continuel, constructif, hein, mais ce débat d'idées constructives pour en sortir vraiment l'innovation. Et c'est là où on veut aller, et c'est d'où les agences continueront d'être très stratégiques pour chacune des marques. Et le choix d'agence deviendra d'autant plus stratégique pour moi. Et Ravel nous dit souvent aussi quelque chose que je crois est
mais fait une très grande différence, c'est qu'il dit toujours, it's not only the intention that counts, but the impression you leave. C'est vrai ça aussi. On n'a pas avoir toutes les meilleures intentions au monde, mais si l'impression que tu as laissée derrière toi n'était pas la bonne, que ce soit avec tes équipes, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans ton plan marketing, que ce soit auprès de tes consommateurs, ben, comme on dit, il faut avoir. Alors, c'est la nécessité d'être très authentique dans tout ce qu'on fait. Donc, si je résume, c'est d'aller chercher cette confiance en soi-là pour être capable d'aller faire une différence. Parce que faire une différence et la succession de ça, c'est la succession de ce succès-là qui nous amène là où on a décidé d'aller. Mais pour ce faire, j'ai la ferme conviction qu'il faut qu'on réécrive à tous les jours notre histoire. Vous pensez qu'on est capable de réécrire et que c'est nous qui pouvons réécrire à tous les jours notre histoire. Être convaincu qu'on est capable de faire une différence, comme le chauffeur de taxi. De comprendre que notre travail ou notre quotidien fait une partie intégrante de notre vie, un peu comme ces femmes en Afrique. Et que c'est ça qui peut nous amener à aller plus loin, plus confiante, à aller faire une différence. Que ce que nous, on pense, c'est important. On a tendance à souvent, à mettre de côté parce que c'est pour nous ce qu'on pense n'est pas important, ça ne sera pour personne d'autre. Il faut rester flexible et ouvert pour expérimenter, mais être vraiment ouvert. Et on ne peut jamais réussir en étant seul. Une réussite, ça se fait toujours à plusieurs. Voilà. Merci.